et réunions. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La Péniche, le Balisier du Quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Notez effectivement que Ronald de Hahn, gynécologue aux eaux claires, est soupçonné effectivement de viol. Il aurait agressé sexuellement 6 femmes en 2015. Il aurait tenu des propos particulièrement déplacés sur l'anatomie de ses clientes, allant jusqu'à caresser et lécher leur vagin. Jugée en fin de semaine dernière, l'affaire a donc été mise en délibéré au 11 au 10 novembre prochain. Et un cas présumé d'abus au sein de l'Église catholique de Guadeloupe est relayé par l'avocat d'un adulte jugé lui-même pour viol incestueux devant la cour d'assises de l'Ain. Un homme qui a donc évoqué une agression durant son adolescence par un homme d'église de Guadeloupe. Son avocat indique par ailleurs avoir fait en 2020 un signalement aux autorités civiles et religieuses compétentes, dont Monseigneur Riocreux, qui était évêque à l'époque. Le diocèse de Guadeloupe, en tout cas, indique se tenir à disposition de la justice pour que lumière soit faite dans cette affaire et appelle sa communauté à ne pas hésiter à dénoncer ce genre d'acte. Et retour maintenant sur les célébrations de la Toussaint, une fête de l'espoir pour le pasteur Jean-Lucien Joseph. C'était à la paroisse du Sacré-Cœur à Pointe-à-Pitre. Le reportage. Pour moi, personnellement, la fête de la Toussaint, c'est la fête de l'espérance, la fête de la joie. Pourquoi l'espérance ? Parce que cette fête nous rappelle que, de fait, dans notre vie ici-bas, nous devons tout faire pour améliorer les conditions de vie, mais que nous sommes passagers. Et donc, cette amélioration pour laquelle nous travaillons ici-bas est déjà, en quelque sorte, un avant-goût de ce que nous aurons lorsque nous passerons de l'autre côté, lorsque nous vivrons avec Dieu. Et c'est pour cela que nous rappelons souvent dans cette fête de la Toussaint, eh bien, le lien, la communion qui existe entre ceux qui nous ont déjà précédés et ceux qui sont encore là, cette unité, cette beauté dans la liturgie qui nous rappelle le ciel et la terre sont unis pour célébrer la gloire de Dieu. Pour moi, c'est, après la fête de Pâques, c'est la fête qui dit le mieux ce que c'est que l'espérance. Je souhaiterais que tous les Guadeloupéens demeurent dans cette espérance-là, parce qu'on dit que l'espérance, quand elle ne meurt pas, forcément, ça suscite aussi beaucoup de courage et de force pour pouvoir vivre. On sait qu'il y a des situations un peu compliquées, la vie est peut-être morose de temps en temps, mais lorsqu'il y a l'espérance dans les cœurs, lorsqu'il y a l'espérance dans les familles, lorsqu'il y a l'espérance partout, forcément, nous avançons et nous faisons bouger les choses. Mon message pour tous les Guadeloupéens, c'est de garder cette espérance-là, l'espérance chrétienne qui nous fait notre joie, qui fait notre joie. Et on se rend maintenant au cimetière de Pointe-à-Pitre pour la traditionnelle illumination des tombes. Une coutume malheureusement qui au fil des années se perd. Regardez. Comme d'habitude, donc toujours le 1er et le 2 novembre, on vient déposer les bougies sur les tombes de nos parents. Donc voilà, ça se passe, on est content, on explique, on essaie d'expliquer aux enfants pour que demain, eux, ils puissent prendre du coup la relève. Chaque année, c'est très important ça. Et tu transmets cette tradition à tes enfants ? Tiens, il y a mon fils, ma soeur, et on est là. On tient à garder la tradition, et on voit que ça se perd, c'est bien dommage. Mais on est là pour continuer à transmettre. L'idée, c'est qu'en fait, que eux puissent prendre la relève demain quand ils seront plus grands. Maintenant, ça change, maintenant, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde au cimetière. Je ne dirais pas qu'il est en train de s'éteindre. Bon, après, c'est vrai que tout évoluant, effectivement, l'engouement qu'il y avait auparavant pour tout ce qui est commémoration des défunts est peut-être moins suivi. Aujourd'hui, oui, certainement. C'est, comment dire, c'est l'ordre des choses qui veut ça, une évolution, un changement de mentalité, un changement des habitudes. On perd la tradition, hein. Maintenant, c'est 2 ou 3 personnes qui sont là, mais il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais dans mon temps, c'était comme si c'était une fête, quoi. En fait, c'était une fête. Oui, je suis content parce que je peux voir les arrière-grands-pères, les arrière-grands-mères de mes grands-parents qui sont décédés. Si je serais plus grand, je pourrais venir leur rendre visite, savoir où ils sont, venir de temps en temps. Tandis que si j'étais en France, je n'aurais pas l'occasion de venir voir ce qu'il en est aujourd'hui.
Et on s'est bien européanisé entre-temps. Et le professeur allemand Ralph Ludwig est nommé docteur honoris causa par l'Université des Antilles pour ses travaux sur le créole. Une haute distinction pour cet homme considéré comme un ami de notre langue maternelle et qui fait découvrir à sa population la littérature caribéenne. Un amour pour notre parler qui remonte à sa rencontre il y a 50 ans avec des Guadeloupéens comme Hector Poulet. Il est d'ailleurs co-auteur de la 2e édition du dictionnaire du créole guadeloupéen. Regardez. Mais c'est quelque chose d'énorme, de presque incroyable. On est extrêmement fiers de cette collaboration qui dure depuis longtemps avec le professeur Ludwig et qui aujourd'hui est consacrée avec un titre de docteur honoris causa. Donc c'est une grande fierté pour l'Université des Antilles et c'est quelque chose de fondamental pour nous. On commençait les études créoles en moins en 1986 et premier vrai professeur créole en moi, c'était Sylviane Téchide et puis Hector Poulet. Et m'ont rencontré yo en Guadeloupe et yo refusé parler français et puis moi. Par conséquent, on n'a pas l'occasion de parler français et puis yo et nous parler créole. Et après ça, on partit en mer, et puis les amis marins pêcheurs en moins, et si vous avez la pêche, vous n'avez pas les créoles. Pas possible de parler français, ça n'a pas qu'à exister. C'est qui j'ai un aboutissement à un butin qui commençait longtemps. Parce que la première fois on voit Ralph, ni 50 ans, on dit comme ça, on ramène à la télévision pour nous voir qu'elle manque à intéresser à créole. Et puis voilà, et nous toujours continuer de travailler comme ça. Et à radio ça, en plus c'est via veille, qu'il c'est via avec moi. À présent, on entend tout bonnement, on l'a. On peut voir la Guadeloupe, on peut voir des mains la Martinique, on peut là, évidemment, les amis en moins. Et on peut penser à un lot travail nous fait ensemble, langue là, Kilti là. On peut songer Jean Bernabé, on peut songer Jean qui disparaissent, mais qui toujours là, et puis livre là, et puis ces livres là, et puis ces messages là qui est important. Oui, il fallait reconnaître son engagement pour notre langue créole depuis toutes ces décennies et le fait qu'il puisse la faire rayonner dans le monde entier. Ni en bitin qui certain, à présent, ni en Kévoyo, des étudiants en moins qui veillent demain en Martinique, passent au café Ziti Dayo. Maintenant, à présent, en Martinique, il y a étudier proverbes créoles, littérature créole. Le message qu'il faut envoyer, c'est en espérer que ça qui permet mon Guadeloupe pas parler créole et ça qui permet la langue créole là à être plus loin chaque fois parce que c'est en créole que nous pouvons penser et c'est en créole que nous pouvons faire l'unité à peuple Guadeloupe. Comme on a dit, si on paie un dépôt. Et concernant le vote du budget 2023, le gouvernement passe en force et actionne pour la 4e fois l'article 49.3 et c'est donc l'ensemble du projet de loi de finances qui est adopté en première lecture. Un budget qui prend en compte la faillite des hôpitaux français qui manquent cruellement de moyens matériels et humains. Ça, ils le reconnaissent. Et au lieu du plan de 400 millions prévu, il semblerait que seuls 150 millions devraient être engagés effectivement pour aider l'hôpital français à l'agonie. La mission Outre-mer, elle, récolte 50 millions au lieu des 200 millions demandés et votés par la majorité des députés. C'était la semaine dernière à l'Assemblée. C'était très tardif. Ils avaient voté quand même à une très grande majorité, donc c'est 200 millions au vu des événements qui nous ont touchés dernièrement. Mais visiblement, c'était un petit peu trop et donc ça a été raboté dans le vif. Et la mission Outre-mer, donc, récolte 50 millions de plus. Et on enchaîne avec le premier congrès des indépendants organisé par Sauvons nos entreprises guadeloupéennes. Une occasion pour l'association de mettre sur la table les difficultés rencontrées par ces microstructures qui manquent de visibilité alors qu'elles représentent 85% du tissu économique. Les entrepreneurs ont également pu bénéficier de conseils sur le statut adapté à leur projet et le financement, bien évidemment, le nerf de la guerre, le reportage.
Décidé aujourd'hui de faire cette journée justement pour mettre en visibilité les chefs d'entreprise indépendants qui ont d'énormes difficultés, mais nous sommes là, nous, l'association Le SNEG, nous sommes là pour les accompagner. Ça m'a vraiment permis d'approfondir mon projet par rapport à mon entreprise. Donc oui, je suis très satisfaite, je suis très contente de l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui. On a effectivement l'habitude d'avoir cette population qui vient vers nous dès qu'on est sur les stands, parce qu'il y a effectivement beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Et donc, par rapport au dispositif que nous mettons en place, nous apportons effectivement un soutien à toutes ces entreprises qui sont à la recherche de subventions, d'accompagnement, de conseils également. Les indépendants, c'est une population travailleuse qui est de moins en moins visible, alors que les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises et les réels simplifiés constituent à peu près, grosso modo, pas moins de 20 000 entreprises indépendantes en Guadeloupe. Et nous avons constaté que nous ne sommes pas suffisamment visibles, même si on connaît le SNEG, mais beaucoup de personnes ne savent pas réellement quoi faire. D'autant plus que quand quelqu'un monte une entreprise, sa première difficulté, c'est de trouver le statut. Parce que quand on est indépendant, il faut savoir qu'on peut être auto-entrepreneur, micro-entreprise ou réel simplifié. Quand on passe en SAS, nous sommes déjà en société. Et donc, cette population indépendante subit beaucoup de problèmes. Des indépendants, dont les professionnels de santé non vaccinés qui restent dans le collimateur des autorités. Ces dernières n'entendent pas les réintégrer ou mettre fin à l'obligation vaccinale inscrite dans la loi. Depuis juin dernier, le gouvernement se disait prêt à les réintégrer si la situation épidémiologique s'améliorait et si la Haute Autorité de Santé et l'Académie de médecine donnaient un avis favorable. Vous le savez, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Et donc, au final, les instances refusent le retour des réfractaires car pour eux, cette réintégration serait un mauvais signal pour les campagnes de vaccination généralisée à venir. Et parlons maintenant de la 17e semaine de l'environnement au centre commercial de Destrélan. Au programme, la mise en avant des associations de protection de l'environnement et des espèces animales, le tri des déchets qui finissent trop souvent dans la nature, les malpropres, ou encore le retour aux sources et aux sciences de nos ancêtres qui finalement sont plus efficientes et en harmonie avec la nature. Regardez. L'événement, il repart de plus belle, oui. C'est-à-dire que les associations, ça fait déjà un petit moment qu'on leur dit, oui, non, on va la faire, et puis après, on peut plus la faire, etc. Donc là, ils étaient super contents, et on a voulu aller jusqu'au bout cette année, même si c'était un peu compliqué, mais il fallait que les associations soient mises en avant, toutes les associations de la protection de l'environnement, etc., et qu'ils puissent enfin montrer les projets qu'ils ont, expliquer comment protéger, par exemple, les espèces emblématiques de la Guadeloupe, etc. Ils ont un rôle important. On a retenu le thème du tri des déchets, qui est un thème crucial en Guadeloupe. Comme vous le savez, on retrouve énormément de déchets dans le milieu naturel, que ce soit en rivière, dans les mangroves, sur les plages ou encore en mer. C'est quand même dommage. On a tous des poubelles, normalement, chez soi. Et c'est là, comme disaient les enfants, qu'on doit retrouver les déchets et les trier correctement, puisque les plateformes de tri existent. On a aussi la thématique du jardin créole, et les enfants nous ont expliqué que le jardin créole existe depuis les Amérindiens. Donc c'est quand même important de retourner à nos sources et de suivre les anciens. Nos arrière-grands-parents, les grands-parents guadeloupéens avaient leur propre jardin et se nourrissaient simplement. Voilà, ils avaient quelques pas à faire, ils avaient leurs propres légumes, leurs propres fruits, et ils avaient aussi toutes les plantes médicinales à portée de main. Les enfants travaillaient sur un projet, sur un thème qu'ils avaient choisi. Alors bien sûr, les tout petits, ils aiment bien la protection des baleines, des cétacés, etc. Donc ils travaillent sur ce genre de projet-là. Mais oui, c'est les premiers ambassadeurs. C'est, un enfant qui est sensibilisé le plus tôt sera le mieux. Et donc en fait, je dirais que la nouvelle génération, elle va nous dire mais qu'est-ce que vous avez fait ?
Donc vous l'avez compris, il faut s'inspirer de nos anciens et il faut également bien s'occuper d'eux, on leur doit ça. Et à cet effet, nous recevons Karine Poldas et Kelly Dralou, toutes deux du foyer Grand Moon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez déjà expliquer aux téléspectateurs quel est ce foyer Grand Moon, en quoi ça consiste? Oui, alors le foyer Grand Moon, en fait, a vu le jour en juin 2021. Donc tout d'abord, le siège est situé en Martinique. Il faut savoir que cette association couvre 3 départements et bientôt 4. Guadeloupe, Martinique, Guyane et bientôt l'île de la Réunion. Donc le concept, il est simple. C'est une des réponses adaptées aux personnes âgées à la perte d'autonomie. Donc le principe est de pouvoir mettre des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en colocation dans des logements adaptés à la perte d'autonomie. Voilà, donc quand on dit colocation, ils vivent dans le même espace ou bien ils auront chacun leur petit espace dédié? C'est les deux. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement dans cette colocation, chaque personne a sa chambre. Et les lieux communs comme cuisine, salon, véranda, piscine ou jacuzzi sont des lieux partagés. Et le concept en lui-même, c'est de pouvoir associer dans cette colocation du personnel social, donc qui les encadre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais également du personnel médical. Donc c'est de la coordination essentiellement. Vous êtes un peu des EHPAD avec des options supplémentaires. On n'aime pas trop ce terme. Oui, puisque c'est que l'aspect santé finalement. Et vous avez l'aspect cohésion sociale aussi à l'intérieur, effectivement, de vos établissements. Bien, donc c'est pour éviter l'isolement, on imagine. C'est ça, éviter l'isolement, pouvoir maintenir l'autonomie des personnes au maximum. Et surtout, pour des raisons de sécurité, on sait que les personnes âgées avec les pathologies qu'elles peuvent rencontrer, il y a des risques de fugue, de chute et autres. Donc c'est pour minimiser justement tous ces risques. Alors, il faut aller à la question stratégique, c'est-à-dire l'aspect financier. On sait que ces prises en charge, en général, coûtent énormément. Donc, comment ça se passe? Est-ce que ce sera accessible? Est-ce que ce sera aidé? Comment ça se passe? Effectivement, nous avons 2 tarifs. Donc, nous avons un premier tarif de 1 800 €. Ah non, pas de prix. On veut juste avoir une idée globalement sur le marché. Nous avons 2 tarifs avec la prise en charge PCH à part. Nous attendons aussi la mise en place de l'AVP, donc l'aide à la vie partagée au sein de nos foyers. C'est ça la question. Est-ce que effectivement les autorités prennent cela en considération et mettront de l'argent sur la table? Exactement. Nous nous sommes rapprochés du département. Nous attendons un retour. Donc notre idée a été très bien appréciée. Et donc l'approche s'est faite. Cette idée a été très très bien accueillie par nos concitoyens et aussi par le département. Donc il faut vraiment comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, Foyer Grand Moon souhaite vraiment se rapprocher de la population, pour dire dans un premier temps que nous existons, mais aussi pour pouvoir vraiment préciser à cette population que nous avons la possibilité de mettre effectivement fin à l'isolement en proposant des activités au sein de nos foyers. C'est surtout ça, puisque ce n'est pas un accueil lambda. Donc il y a aussi des activités qui seront proposées. Et c'est aussi vraiment une prise en charge qui existe. Elles ont aussi droit à l'APL. Donc la possibilité... Ça prend en compte... c'est vraiment un type de logement, quoi. Oui, parce que c'est de la colocation. D'accord. Les gens sont chez eux. Voilà. Il est très important de préciser que les gens, quand ils sont accueillis au sein de nos foyers, ils sont accueillis au sein de leur domicile. Voilà. D'accord, donc c'est leur propriété finalement. C'est comme une colocation classique, mais avec des personnes âgées. D'accord. Donc ça veut dire que pour rentrer dans les logements, vous devez avoir des autorisations obligatoirement des proprios, entre guillemets? Alors oui, effectivement, on met en place des partenariats avec donc des propriétaires qui mettent leur logement aux normes, donc pour la perte d'autonomie, donc tous les équipements nécessaires sanitaires mis en place. Ça doit également être accessible, donc généralement les logements que l'on prend sont des logements de plein pied. Et puis, le propriétaire met en place le contrat de colocation avec les résidents. Et nous, on met en place donc le contrat de prestation avec les résidents, mais également une convention tripartite qui nous donne la possibilité de pouvoir régler la totalité des loyers, ce qui évite les impayés ou les retards de loyer pour le propriétaire. Et il y a également... donc vous leur retirez le souci du paiement. C'est ça. Techniquement, ça doit se faire automatiquement. Voilà, c'est Dès ça. que les dossiers sont validés, les paiements sont réalisés automatiquement. Voilà, donc les résidents règlent l'association et nous, en amont, on règle les propriétaires. Bon,
vous avez quand même eu le temps de donner une petite fourchette de prix quand même. Vous êtes à peu près 2 fois moins cher dans ce cas-là que les établissements de santé à proprement parler. Exactement ça. C'est d'où le fait que nous précisons effectivement, comme je vous ai dit, l'APL, parce que par exemple dans les maisons médicalisées lambda, les bénéficiaires n'ont pas droit à cette aide. Donc là, comme ils se retrouvent au sein de leur logement, donc effectivement, il y a des aides qui existent. On sait qu'effectivement cette silver economy va tendre à se développer puisqu'on a des populations qui sont très vieillissantes, parmi les plus vieilles de France. En 2030, ce sera vraiment très significatif, on ne pourra pas le louper. Donc on voit effectivement qu'il y a un essor de ce genre de structure, mais visiblement ça va peut-être pas assez vite. Est-ce que vous, en termes de création de logements, vous en sortez? Vous nous avez dit que vous êtes déjà basé en Martinique. Ici en Guadeloupe, par exemple, combien de logements de ce type sont disponibles et pourraient être disponibles à l'avenir? Alors, sur la Martinique, c'est vrai que ça se développe plutôt bien, puisque le siège est là, c'est là qu'on a commencé. Donc effectivement, ça se développe plutôt bien, ça va. La Guyane également, donc la Guyane, c'est en cours. La Guadeloupe, là, on compte en ouvrir 2. On attendait un petit peu sur le département pour voir un petit peu comment on peut mettre en place des partenariats, des collaborations, mais ceci ne nous empêche pas, en tout cas, de pouvoir déjà recueillir les dossiers, les admissions et faire le nécessaire. Donc après, s'il doit y avoir un partenariat, c'est tout bénef. Il est vrai que l'habitat, comme on nous l'a dit au niveau du département, l'habitat partagé n'est pas encore bien connu. Voilà. Donc du coup, il y a beaucoup de... Un gros travail à faire déjà. Voilà, je pense qu'il y a essentiellement un gros travail à faire pour vraiment cibler cette problématique au niveau de l'habitat partagé. Et puis après, tout comme la Martinique, ça va rouler tout seul. Parce que certains ne veulent pas trop laisser leurs aînés non plus partir dans des maisons tout seuls. Ça, on n'a pas de souci à ce niveau-là. On a pas mal de demandes. Simplement, on a préféré, c'est vrai, patienter un peu pour voir comment répondait le département par rapport à ça. Mais on a quand même pas mal de personnes qui nous appellent, qui ont déjà rempli leur dossier d'admission, qui ont déjà fait le nécessaire. Simplement, nous, on a préféré vraiment prendre du recul par rapport à la Guadeloupe, en tout cas, le temps que le département puisse voir concrètement comment ils pourraient mettre en place un partenariat avec nous. Est-ce que vous avez des liens avec les bailleurs sociaux? Parce qu'ils parlaient aussi d'eux aussi évoluer, de tendre vers ce type de logement, ce type d'offre. Mais a priori, comme c'est pas leur domaine, ils hésitent un peu à se lancer. Alors là aussi, les propriétaires on a pas mal d'appels aussi des propriétaires. Alors pour le moment, c'est vrai que pour la Guadeloupe, c'est du bouche à oreille. On a un site Facebook, donc souvent ils nous proposent des logements. Tous les logements ne peuvent pas entrer dans le cadre de l'habitat partagé parce qu'il y a des critères. Donc, mais on est souvent sollicité pour ça puisqu'ils aiment cette sécurité de pouvoir, de ne pas avoir à gérer le logement puisque c'est nous qui prenons cet engagement vis-à-vis des résidents et cette sécurité de pouvoir être payé à la place des résidents. Alors, où est-ce qu'on peut vous joindre ou prendre des renseignements, justement? Alors, je vous invite à nous contacter, en tout cas Madame Dralou, au 0690 58 99 09. Par mail aussi, il est possible de nous contacter. Donc, dralou.kelly @foyer, FOYER, _du6, grand, avec D, _du6, moon.com. Et leur Facebook, vous êtes sur les réseaux aussi apparemment? Foyer Grand Moon. Voilà. Foyer Grand Moon sur Facebook. Exactement. Merci beaucoup en tout cas mesdames d'être venues sur ce plateau. Nous présenter donc ce Foyer Grand Moon. Si on doit synthétiser un peu l'affaire, vous faites de nouvelles offres effectivement pour les personnes âgées qui commencent à être en perte d'autonomie. Et en fait... il serait propriétaire, en fait, entre guillemets, donc, de ces logements qu'il pourrait occuper. Colocataire, voilà. Attention, parce qu'il y a l'aspect colocation pour éviter effectivement l'isolement. Merci beaucoup en tout cas pour ce passage. Merci à vous. Et on parle sport maintenant avec cette rencontre à venir entre les Guada Boys et le SC Bastia de Corse. Un match de préparation pour les joueurs basés sur le continent avant les matchs contre Cuba et Antigues. Le reportage.
connaît toutes les difficultés que nous avons pour pouvoir regrouper nos joueurs. Donc on cherche à créer des espaces avec les de nos partenaires pour permettre que nos joueurs, notamment qui évoluent sur le continent européen, puissent pouvoir être fin prêts pour les deux grandes échéances qui nous arrivent, Antigua et Cuba. On sait bien qu'avant d'aborder ces deux rencontres, on n'a pas de fenêtre FIFA pour regrouper nos joueurs, ce qui veut dire que nous devons mettre en place des stratégies de regroupement. Donc le Sporting Club de Bastia nous permet de faire un match de préparation, de profiter de nos infrastructures pour nous préparer. Et c'est un moment fort aussi parce que ça nous permet aussi de tisser des liens avec les clubs professionnels pour poursuivre le développement et l'assurance d'une sélection bien structurée, mieux préparée et que ce ne soit pas du ponctuel à la dernière minute. Déjà, c'est le rapprochement de deux îles et c'est en termes de philosophie, c'est déjà important. Et ensuite, il y a des enjeux aujourd'hui qui sont là, qui sont devant nous. Ce sont des enjeux sportifs puisque avec la trêve internationale pour la Coupe du Monde, nous avons une coupure qui est assez importante dans notre championnat et nous serons le 10 décembre en phase de reprise pour la préparation de la deuxième partie de notre championnat et ça coïncide avec la recherche de match amical pour les Guada Boys de Guadeloupe et donc il y a des enjeux qui se sont rejoints et voilà, je pense que c'est très important pour nous de pouvoir recevoir cette sélection et faire en sorte que sportivement on puisse préparer les uns les autres une reprise pour nous dans le monde professionnel et les matchs de sélection pour les Guada Boys. On va pouvoir travailler, on va pouvoir aussi rencontrer quand même une équipe d'un très haut niveau parce que Bastia c'est la Ligue 2 maintenant, mais c'est une équipe qui était quand même en Ligue 1. Donc ça va être bien pour nous, ça va être une autre manière aussi de travailler parce que le plus souvent c'est dans la Caraïbe et puis rencontrer une équipe qui va nous permettre d'évaluer les joueurs, qui va nous permettre aussi comme je le disais, de travailler différemment, notamment tactiquement, parce que c'est important, surtout pour les matchs qui vont arriver. Antigua, les voix, c'est pas le même jeu, mais ça va nous permettre d'avoir une certaine assise dans ce type de match, c'est-à-dire aussi une certaine confiance. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.